Je déclare la réunion du 26 janvier ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Madame Anne Tans qui est absente aujourd'hui, d'où la présence de Victoria à mes côtés, Monsieur Thomas Chialone et Monsieur Léonard. Monsieur Rassa, tout le monde est là. Monsieur Van de Bury. Merci, Monsieur Capa. Madame Defrant. Monsieur Lejeune. Merci. Chers collègues, avant d'entamer nos travaux, je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant les questions d'actualité. Je vous rappelle qu'au terme de cette séance publique se tiendra une séance à huis clos qui portera sur un dossier. Je vous rappelle également qu'à 18h30 se déroulera l'inauguration de l'exposition Ordures l'Expo qui fait le tri au musée de la vie wallonne. Et une fois n'est pas coutume, avant de passer au point 1 de l'ordre du jour, je me dois de vous informer qu'une réunion de bureau a eu lieu aujourd'hui à 16h afin d'examiner la manière de marquer notre attention à la problématique de M. Olivier Van de Castel, qui, vous le savez, est pour le moment emprisonné en Iran. À l'unanimité du membre du bureau et en consensus, nous avons pris la décision d'écrire une lettre au Premier ministre et aux membres du gouvernement fédéral en actant le fait que l'ensemble des membres du Conseil provincial de Liège marque totalement son soutien à toutes les démarches qui pourraient être entreprises pour obtenir sa libération. J'ai demandé à ce que le courrier soit transmis sur les bancs et il sera signé par tous les chefs de groupe, le collège et moi-même pour envoyer. Je pense que c'est une manière claire de marquer notre soutien à cette action et à cette personne qui pour le moment vit des heures difficiles. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2022. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Notre dernière réunion du Conseil provincial est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Tans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h40, 50 membres y assistent. Monsieur le directeur général provincial assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Madame la deuxième secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2022. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 22-23-A02 à 22-23-A06. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 22-23-067, 22-23-078 à 093, 22-23-095 à 106 et les documents 22-23-119 à 122. L'Assemblée adopte les documents 22-23-107 à 118. Le procès-verbal de la réunion du 24 novembre est approuvé. La séance publique est levée à 17h50. En séance à huis clos, l'Assemblée a procédé à la nomination de Madame Ingrid Goy à titre définitif et à temps plein sous réserve d'agréation par la communauté française en qualité de directrice au niveau supérieur de promotion sociale à l'Institut provincial d'enseignement secondaire de promotion sociale de Verviers, orientation commerciale à dater du 16 décembre 2022. Je vous remercie, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte 2 points. Le document A07, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la bibliothèque des Chirous, et le document A08, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la participation citoyenne. Je me permets de vous rappeler que conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concernant prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pour une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour la première question,
Madame Freinet n'étant pas là, est-ce que vous voulez prendre la parole ou bien est-ce que tout le monde a reçu normalement l'énoncé de la question? Je pense que cela peut aller. Quelqu'un parmi les groupes souhaite-t-il intervenir par rapport à cette question? Non? OK. Je vais peut-être, comme c'est le même député rapporteur, passer à la deuxième question et le député répondra aux deux questions en même temps. Ce sera peut-être plus simple. La deuxième question, A08, je donne la parole à M. Marc Magnery. Merci, Monsieur le Président. Et pour être tout à fait dans les clous, et parce que je tiens aussi au respect du ROI, ce n'est pas réellement une question d'actualité, mais une question simplement orale, parce que même si on pourrait toujours trouver un lien avec l'actualité, bien sûr. Monsieur le Président, chers collègues, transparence, lisibilité et promotion de la citoyenneté peuvent être considérés comme les socles sur lesquels un nouveau contrat social entre la population et un pouvoir public pourrait se sceller. Cependant, la principale condition pour établir ce nouveau contrat social entre la province de Liège et les citoyens est de leur permettre à toutes et à tous de s'exprimer, de participer au dialogue dans le respect mutuel des personnes, des associations et des institutions. Conscient de ses responsabilités politiques envers la population, le collège provincial... Ah oui, pardon. J'étais en train de vous lire un extrait de la déclaration de politique provinciale, en fait. Ce n'était pas un texte original et authentique de ma part, mais simplement un extrait de la déclaration de politique provinciale de la majorité PS-MR. Vos engagements, en fait, pour la législature 2018-2024, la législature en cours, il reste 1 an. Et je reprends. Le collège provincial se propose 1. D'ouvrir une large réflexion en vue d'encourager la parole citoyenne. 2. La création d'un conseil provincial consultatif des aînés. La mise en œuvre d'une grande opération. 3. La province de Liège donne la parole aux jeunes. La publicité, 4e engagement, du droit d'initiative citoyenne au conseil provincial. Seraient autant de possibilités pour que la démocratie participative ne soit plus un concept vide, sinon de sens, de réalité. Face à ce besoin de participation à la décision publique, le collège provincial, toujours dans la déclaration de politique provinciale, étudiera, 5e engagement, la faisabilité de proposer un pacte provincial, fruit d'un dialogue dont les modalités pratiques sont encore à définir, et par le biais duquel chacun pourrait s'engager à rechercher le bien commun. Incontestablement, la relation entre un pouvoir politique et le citoyen est aujourd'hui en jeu. Voilà, chers membres du Conseil provincial, c'est en fait vos engagements que je viens de vous lire, et en tant que parti d'opposition, c'est aussi vos engagements que je viens vous rappeler. Personnellement, je trouve ces engagements, pour plus de démocratie, un peu faiblards, voire très faiblards et manquant d'ambition. Mais à défaut de prendre en compte nos propositions, pouvez-vous au moins respecter vos propres engagements? Vous dites que la relation entre le pouvoir politique et le citoyen est aujourd'hui en jeu, mais vous semblez faire bien peu de cas de cette relation. J'ai relevé, dans l'extrait que je vous ai lu, 5 engagements. Où en est le travail du collège concernant ces 5 promesses? 2024 arrivera vite et nous ne souhaiterions pas que les citoyens pensent que le dicton disant que les promesses n'engagent que ceux qui y croient se révèle encore particulièrement vrai à l'égard des politiciens. Merci pour votre réponse. Merci, monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions. J'invite donc monsieur Luc Gillard, député provincial président à la tribune, pour la réponse du collège provincial à ces questions. Merci, monsieur le président. Dans l'ordre du désordre, je vais d'abord répondre à monsieur Magnery. Monsieur le conseiller, une assemblée telle que la nôtre connaît suffisamment les réalités de gestion d'une institution publique pour comprendre aisément que les projets élaborés sur base des possibilités, à un moment précis, ne constituent en aucun cas des promesses intemporelles déliées des circonstances et des contingences que le monde extérieur nous impose. La gestion publique est soumise à des conjonctures pénalisantes et à des impondérables aux impacts budgétaires loin d'être négligeables. Je vais donc rappeler ce qui a bouleversé la vie de l'institution que nous représentons à plusieurs reprises au cours de cette législature exceptionnelle et que notre déclaration de politique provinciale de 2018, que vous avez la gentillesse,
ou la perfidie, c'est selon, d'évoquer ne pouvait évidemment pas prendre en compte. C'est du bon sens. C'est de la chronologie des faits. C'est la réalité, n'en déplaise à ceux qui préfèrent l'ignorer par onirisme ou par calcul politique. Si le Collège provincial ne renie en rien la déclaration de politique provinciale 2018-2024 que ce Conseil a approuvée le 20 décembre 2018, force est de reconnaître que la déclaration de politique régionale de septembre 2019 a eu quelques conséquences. Les nouvelles missions provinciales, dont la prise en charge du financement des zones de secours pour soulager les finances communales, ont considérablement remis en question certaines orientations budgétaires sur lesquelles la province pouvait légitimement se baser pour construire ses diverses politiques dans bien des domaines. Après d'importants efforts budgétaires pour rencontrer les contraintes imposées par cette nouvelle situation, toujours en privilégiant le personnel et la qualité du service rendu à la population, la province de Liège a été confrontée à un autre épisode imprévisible. Et je ne citerai que les dramatiques inondations dont les conséquences ont été lourdes à bien des égards. Viennent s'ajouter à cet aggiornamento budgétaire sans précédent pour la province les augmentations exceptionnelles des coûts liés à la masse salariale en raison des indexations, et là je m'en réjouis, mais aussi celles relatives à l'énergie et aux matières premières. N'en jetez plus, la coupe est pleine, ou plutôt les caisses sont vides. Chacun l'aura compris, on ne peut pas tranquillement poursuivre son chemin sans se soucier des moyens, des politiques que l'on veut mettre en œuvre. La politique est faite de choix, et choisir, c'est renoncer. Par ailleurs, sans vouloir dénigrer le principe de la mise en place d'organes consultatifs favorisant la parole citoyenne, nous devons tous reconnaître que l'image de l'institution n'est pas encore suffisamment forte, certainement en raison des circonstances dont je viens de vous parler, et qui ont accaparé toute notre attention. Des progrès ont certes été réalisés, dont notamment la diffusion de nos séances du Conseil, hélas un peu trop en nombre le citoyen qui la regarde. Notre ambition sera donc d'améliorer encore et toujours notre image provinciale par une communication plus cohérente, et à cette fin, ma collègue Cathy Firquet, en charge de la communication, et l'ensemble du collège provincial ont programmé un recentrage des différentes équipes provinciales de communication autour d'une seule communication structurante et cohérente. C'est probablement une étape nécessaire pour que les citoyens puissent s'exprimer en connaissance de cause sur les politiques proposées par la province de Liège. La prochaine législature, j'espère moins tourmentée, et peu importe qui compose la majorité provinciale, aura l'opportunité d'intensifier la connaissance des missions et services rendus par la province de Liège et décidera des moyens qu'elle met en œuvre pour y parvenir. Je vous remercie. Je vais donc répondre maintenant à la question d'actualité de Mme Frenet qui portait sur le déménagement de la bibliothèque des Chirous. Madame la conseillère, vous m'interrogez donc sur un article, vous ne savez pas le voir, mais il est écrit en guillemets, publié en ligne sur le déménagement de la bibliothèque Chirou. Tout d'abord, permettez-moi de m'étonner que notre Assemblée, par votre question, donne du crédit à ce texte, reprenant des photos prises en pleine crise Covid, et qui ne donne la parole que de manière orientée. Je vous invite d'ailleurs à lire le code de déontologie journalistique disponible en ligne, et notamment sa partie 1, qui rappelle notamment qu'un journaliste doit vérifier ses sources et les informations qu'il publie. Ça ne vous aura d'ailleurs pas échappé qu'aucun média digne de ce nom n'a repris cette à nouveau, il y a des guillemets sur ma feuille, information. Toutefois, dans le respect de notre Assemblée, et surtout pour établir la vérité par rapport aux collaborateurs provinciaux, directement visés et touchés par cette parution, je vais vous expliquer la réalité de ce qu'il en est. Tout d'abord, je vous renvoie à la réponse que j'ai formulée en juillet dernier, ici, sur le même thème. Voici mes compléments. Un déménagement, comme celui qui va s'opérer en juin prochain vers Bavière, ne se prépare ni des semaines, ni des mois à l'avance, mais bien des années.
Le déménagement de la bibliothèque vers le nouveau site de Bavière, appelé le B3, induit nécessairement de nouvelles pratiques professionnelles ainsi qu'une réflexion profonde sur les collections et leur mise en espace. La construction de ce nouveau bâtiment est une occasion exceptionnelle pour la bibliothèque d'en faire un lieu accordant plus de place à des espaces de vie confortables, aux nouveaux usages numériques, à la formation, à l'éducation aux médias, à la médiation, notamment sur le plan artistique, mais aussi dans le cadre d'une participation citoyenne, ainsi qu'aux questions liées à l'accessibilité. Suite à la consultance mise en place avec Savoir-Faire, une société de consultance expérimentée au service des bibliothèques et des institutions culturelles et patrimoniales, depuis fin 2018, et au travail réalisé sur l'implantation des collections, il est notamment apparu qu'un élagage et un retrait conséquent des collections étaient nécessaires. Un peu de maths, un peu de chiffres. Des 750 000 documents présents en libre accès et en réserve au Chirou, 600 000 documents seront déménagés sur le site de Bavière. En ce qui concerne l'élagage des 150 000 documents, il me paraît manifestement utile de préciser que la bibliothèque des Chirous s'appuie sur la législation en cours et met en application les recommandations de la Réserve centrale de lecture publique et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle prend également en compte les recommandations de la consultance Savoir-Faire sur l'organisation des collections et les retraits nécessaires en vue d'une nouvelle répartition par pôle thématique sur le site de Bavière au bénéfice des usagers. Chaque bibliothécaire responsable d'un fonds documentaire établit une fiche domaine et définit précisément les critères d'élagage et de retrait en fonction de l'état du document, de son contenu, du nombre d'exemplaires. À titre personnel, je m'étonne, Madame la conseillère, que vous donniez du crédit à cette parution, puisque au-delà de votre mandat au sein de notre Assemblée, je vous connais une fibre syndicaliste. Par votre question, vous encouragez, par une infime minorité du personnel, le dénigrement du travail de collègues consciencieux. À moins que vous aussi, vous ne souffriez du syndrome de Diogène. J'en reviens à mon propos. Dès que les retraits doivent être opérés, plusieurs solutions sont mises en place selon une méthodologie précise. Les associations du domaine documentaire concernées sont contactées, les centres de documentation spécialisés, la Bibliothèque royale, les universités, et j'en passe. Et ceux-ci sont invités à récupérer les documents qui les intéressent. La première démarche, avant un retrait, est d'ailleurs de vérifier que le document est toujours bien présent dans un autre catalogue, tels ceux de Samarcande, des universités, de la Bibliothèque royale, des centres de documentation, du Point Culture, et j'en passe. Les bibliothèques du réseau, environ 150 implantations concernées en province de Liège, sont régulièrement informées via des réunions de la bibliothèque centrale et sélectionnent les documents qu'elles peuvent réutiliser. Des envois réguliers vers la réserve centrale de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont organisés selon des critères de sélection bien précis. Des écoles, partenaires de nos actions, sont contactées et interpellées lors de leur passage en bibliothèque, principalement dans les sections enfants et adolescents. Des maisons de jeunes, le Centre d'expression et de créativité, les IPPJ, les CPAS, les bibliothèques de prison, des maisons de repos avec lesquelles nous collaborons, bénéficient de sélections de documents adaptés à leurs bénéficiaires. Pour le secteur de la musique, des contacts sont pris avec les académies, la Maison du Jazz, l'OPRL, le secteur musique de la province de Liège, des spécialistes de musique classique, tels que Jean-Marc Onkelings par exemple, et une nouvelle collaboration en vue a vu le jour avec Point Culture et sa réserve centrale. Les CD et DVD sont soumis aux mêmes règles d'élagage et de retrait que les autres documents. Vérification de leur état, présence dans d'autres catalogues, politique documentaire formalisée dans une fiche domaine. La consultance a attiré notre attention sur la chute inexorable des prêts pour ce type de documents et de la nécessité d'un retrait plus conséquent au niveau du libre accès.
Une attention particulière a donc été portée sur la présence de documents dans le catalogue de points culture avant retrait. Au niveau des périodiques, la Bibliothèque centrale participe à la conservation partagée des périodiques en collaboration avec les bibliothèques centrales des autres provinces et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au-delà de ces contacts, pris par les professionnels, d'autres actions sont mises en place pour valoriser les documents destinés au retrait. Contrairement à ce qui était affirmé, le Kiwanis a été consulté, reprend des caisses pour sa vente annuelle et offre à des enfants défavorisés les livres reçus de la bibliothèque. Des ventes de livres ont lieu régulièrement à destination des professionnels. Et personne n'oubliera que nous avons vécu 2 années de Covid, et donc il était difficile d'organiser ce genre d'opération. Mais, a priori, une vente de livres pourra être à nouveau organisée en 2024. Des espaces sont prévus à la bibliothèque et sur les places publiques en été pour des dons aux usagers via les étagères de crossbooking, de book crossing. Certains livres ne trouvent malheureusement pas acquéreur et d'autres sont trop abîmés pour être donnés. Ils sont alors envoyés dans le cycle vertueux du recyclage. Je vous invite d'ailleurs à visiter l'exposition Ordures qui ouvre à partir de demain. À titre d'exemple, 90% des livres pour la jeunesse destinés au retrait trouvent une destination dans les écoles ou les associations. Et au final, seuls les 10% de livres les plus abîmés sont recyclés. Au total, ce sont plus d'une centaine d'associations, écoles, crèches, institutions diverses qui ont bénéficié de documents de la bibliothèque. Il est évident que si le document est retiré et recyclé, mais que son contenu est toujours pertinent, la démarche de les racheter doit être envisagée. Le professionnalisme des bibliothécaires permet en effet de suivre les fonds documentaires de manière qualitative au regard des collections déjà présentes dans Ma Bibli et dans d'autres catalogues. Je répète, ceux de l'université, ceux du centre de documentation, Point Culture, la Bibliothèque royale. De l'analyse des publics, du territoire et du plan de développement de la lecture en cours. En résumé, des 150 000 documents retirés des collections de la bibliothèque Chirou, 70 000 ont été livrés à l'entreprise sociale et solidaire Récilivre. 30 000 fascicules de périodiques ont été repositionnés sur le site de Grasse-Sologne dans le cadre du plan de conservation partagé avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et certains détruits après vérification de leur présence dans les autres provinces via le service périodiclique. Environ 30 000 ont été donnés à des associations diverses, notamment dans le cadre des inondations de 2021. Et enfin, environ 5 000 ont été réutilisés via la filière du book crossing. Enfin, environ 15 000 livres n'ont pas trouvé destinataire, soit de par leur état, soit parce qu'ils n'intéressaient pas les nombreuses associations contactées, soit un total d'à peu près de 10% de livres recyclés. Ainsi que je le précisais en préambule, on parle ici uniquement de la bibliothèque Chirou. Toutefois, un élagage et un retrait a également eu lieu pour la bibliothèque centrale et la bibliothèque itinérante qui, pour rappel, ont été rassemblées fin 2022 sur le site de Grasse-Sologne. À cet égard, les photos divulguées correspondent d'ailleurs aux collections de la bibliothèque centrale en vue de préparer son déménagement sur le site de Grasse-Sologne. Au total, ce sont 40 000 documents de la centrale qui ont été retirés des collections en 2022 en vue de la fusion avec les collections de la bibliothèque itinérante avec lesquelles il existait de nombreux doublons. Un appel a été lancé vers les bibliothèques du réseau, des associations, des crèches, en collaboration avec l'ONE, et des écoles pour qu'ils puissent venir récupérer ce qui pouvait leur être utile. Là aussi, les documents jeunesse sont très faciles à redistribuer et en général, un très maigre pourcentage est réellement envoyé au recyclage. Pour les autres documents, la même méthodologie qu'à la bibliothèque Chirou est appliquée, je le répète, contact avec des centres de documentation, la Bibliothèque royale, le réseau des bibliothèques, les associations spécialisées. J'en viens maintenant à rectifier quelques autres erreurs reprises dans l'article en ligne. Si le centre de ressources disposera d'environ 8 000 m², soit une superficie plus ou moins équivalente à celle disponible au Chirou pour la bibliothèque,
15 000 m² sont prévus au total et accueillent, en dehors des 8 000 m², une salle d'exposition, des espaces de travail ou de création, ainsi qu'une brasserie. L'article annonce que l'élagage est réalisé pour gagner de la place. En réalité, absolument pas. L'enjeu a toujours été, dès le départ, de revoir l'organisation des services en fonction des besoins actuels en lecture publique et sur le territoire, et d'organiser les collections par pôle thématique. Et je rappelle que cette étude a été réalisée avec la consultance et selon une méthodologie de participation active avec les bibliothécaires par l'organisation de groupes de travail par pôle thématique. Toujours dans ce même article, il est question que la bibliothèque devrait jouer un rôle au niveau de la conservation et du patrimoine. Ici aussi, il faut rappeler que ce n'est pas le rôle d'une bibliothèque publique régie par un décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lequel spécifie que ces pratiques doivent être axées principalement sur le développement des capacités langagières des publics. Enfin, avec sa vocation encyclopédique, faut-il le souligner, le Centre de ressources continuera à proposer des collections riches et variées sur tous les domaines de la connaissance, avec 600 000 documents disponibles sur place à Bavière, dont 200 000 en libre accès et 400 000 dans les réserves au sous-sol. Et quand vous aurez l'occasion, et je pense que le Président fera, à mon avis, une petite communication sur le sujet, de faire une visite guidée et spécialement organisée pour vous, en avril, à l'issue du prochain Conseil, donc le Conseil d'avril, vous aurez l'occasion de voir le processus qui est mis en place entre un livre en libre service et un livre en réserve, qui peut être appelé à tout moment par un système relativement bien organisé de mouvement d'ascenseur entre ces réserves et ce libre accès. Pour conclure, sachez qu'aucun titre n'est supprimé de notre catalogue de références disponibles. Je vous le rappelle, sur tout le territoire via les bibliothèques du réseau. La province de Liège continue ainsi sa politique d'acquisition d'ouvrages papier avec des crédits inscrits au budget. Près de 500 000 € sont consacrés pour l'achat de livres. Et, si vous voulez, à titre comparatif, pour la réalité, on a acheté 46 000 livres en 2022. 40 000 € pour les médias, soit environ 3 500 CD ou DVD, et 80 jeux vidéo. 115 000 € pour les périodiques et bases en ligne, soit environ 500 titres. Enfin, je tiens à profiter de votre intervention pour sincèrement remercier le personnel provincial qui souffre en ce moment à l'aide de cette question, qui s'engage positivement dans ce processus de migration vers le B3. Je vous remercie. Merci, monsieur le député provincial président. Une réaction, monsieur Mannery? Non, je pense que d'après notre règlement, vous pouvez réagir. Vous avez 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc moi, je vais répondre sur la première question. Quand je suis convaincu, Monsieur Gillard, je vous le dis. Quand je ne suis pas convaincu, je vous le dis aussi. Ici, je ne suis clairement pas convaincu. Je tiens rapidement à rappeler un petit point de contexte. Cette fameuse étude, le soir RTBF, qui est encore sortie il y a 1 ou 2 semaines, Noir, Jaune, Blues, et qui nous rappelle l'urgence de réenchanter nos démocraties et de relégitimer nos institutions démocratiques auprès de nos citoyens. Et je trouve que votre réponse semble encore négliger cet aspect-là. La question démocratique, elle est essentielle, elle est à la base de tout, et vous me dites qu'il y a d'autres priorités. Alors bien sûr, il y a d'autres priorités, et la province a beaucoup de travail, mais cette question démocratique, nous souhaiterions que ce soit réellement une priorité, et pas que ça passe après toute une série d'autres choses. Vous répondez, mais j'ai peur de mal comprendre votre réponse, mais si je comprends bien, il y a une question de réalité de temps et aussi budgétaire. À ce que je sache, ouvrir une large réflexion, faire la publicité du droit d'initiative citoyenne, ce ne sont quand même pas ouvrir une opération place aux jeunes sur la démocratie, c'est quand même pas des postes budgétaires qui vont nous coûter des millions. Dire qu'on n'a pas l'argent pour ça, je trouve ça vraiment de mauvaise foi, d'autant plus qu'on va vous proposer encore quelques économies à gauche, à droite, et donc des sous, il y en a quand on veut en faire une priorité.
l'image de l'institution n'est pas suffisamment forte, dites-vous, n'est pas encore suffisamment forte. Mais ce raisonnement est génial, ce raisonnement, c'est le raisonnement à l'envers. En fait, on dit, tant que l'institution provinciale n'est pas assez reconnue, ne faisons pas de la démocratie participative. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Faites de la démocratie participative, appelez les citoyens, remplissez les tribunes, qu'il y ait un jour ici une interpellation citoyenne, et peut-être que la province sera reconnue assez forte. C'est vraiment fou de se dire... Tant qu'il n'y a pas de citoyens, on ne fera rien. Ben, ils ne vont toujours pas venir. Et ce sera toujours vide là, et même sur YouTube, je fais coucou, de toute façon, personne ne me regarde. Ça va? Et donc, c'est à nous de faire revivre cette institution. Et parfois, étonnamment, contrairement aux apparences, j'ai l'impression d'être le seul qui y croit à l'institution provinciale ici. Ah oui, vous pouvez le dire, mais d'être le seul qui y croit, par mon activité, par mes questions et par l'envie que cette province soit légitimée dans son action. En conclusion, moi je pense qu'il est question ici d'une volonté politique, cette volonté politique d'appliquer votre déclaration de politique provinciale. Vous ne l'avez pas, dont acte pour les prochaines élections. Merci. Merci, monsieur le conseiller. Le point 3 de l'ordre du jour, le document 123. Modification de la représentation provinciale au sein de la SBL Société Royale d'encouragement de l'art wallon, remplacement de M. Luc Gillard, député provincial président. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 4 de l'ordre du jour, le document 22-23/01, amendement budgétaire, mise en place d'un budget participatif citoyen à l'échelle provinciale. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission. J'invite le rapporteur, Mme Aline de Barros, à nous en faire connaître les conclusions. Bonsoir à tous. La réponse qui nous a été apportée suite à l'amendement est que d'abord il faut rappeler le contexte du budget provincial. Donc il y a la déclaration politique provinciale de 2018, la réforme de 2020 et la crise Covid, entre autres. Donc avec la réforme, ce sont déjà 38 millions cette année et 45 millions à verser aux zones de secours. Donc la province a un budget très limité et donc il faut faire des choix. L'idée du budget participatif est de faire participer le citoyen, mais encore faut-il avoir le dit budget. Et le citoyen participe déjà aux élections. Donc voilà. Pour la province, le premier travail à faire est un travail de pédagogique de fond, se dire qu'est-ce que c'est l'institution provinciale et à quoi elle sert. Et ensuite, alors, nous pourrions voir comment faire participer les citoyens en tenant compte des moyens réduits et du peu d'espace disponible. Il n'y a pas eu de questions et il y a eu 2 votes pour, 6 non et 1 abstention. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, Monsieur Rassin. Simplement ajouter un argument pour cet amendement budgétaire. La province de Namur subit, je pense, les mêmes conséquences de la crise, de la réforme des zones de secours, etc. Et pourtant, ils ont réussi à mettre en place un budget participatif. On peut critiquer sa mise en place, son envergure, etc. Mais en tous les cas, il y a déjà un travail qui est fait là. Je ne pense pas que c'est des grands gauchistes soudains qui sont réveillés en province de Namur. Donc je pense que cette majorité-là est aussi capable d'entamer cette réflexion et d'agir honnêtement et sincèrement pour mettre sur pied ce budget participatif. On l'a déjà demandé à la législature précédente, ça n'a toujours pas abouti, et on a l'impression que ce processus va mettre encore des années à se mettre en route. Et il est vraiment temps, je rejoins M. Magnuri dans son expression, il est vraiment temps de prendre ça en main. Il y a une urgence, effectivement, d'un point de vue démocratique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. D'autres interventions? Pas d'autres interventions. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission qui s'est prononcée en faveur d'un rejet de cet amendement? Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre? Le groupe Écolo, le groupe PTB, qui s'abstient? Le groupe désengagé CSP. Le Conseil n'adopte pas le dit amendement budgétaire.
Point 5 de l'ordre du jour, le document 22-23-AB-02, amendement budgétaire, acquisition d'œuvres d'art pour la collection provinciale. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission. J'invite le rapporteur, Madame Chantal Neven-Jacob, à nous en faire connaître les conclusions. Chers collègues, la première commission du Conseil provincial s'est réunie ce mardi 24 janvier 2023 à 17h au Palais provincial et a examiné l'amendement budgétaire suivant, document 22-23-AB-02, portant sur l'acquisition d'œuvres d'art pour la collection provinciale. Le député président explique que cette collection provinciale a commencé en 1939 et que depuis qu'il est président au sein du collège, il souhaite que la continuité s'opère. La province prévoit 50 000 € pour l'acquisition d'œuvres d'art, article budgétaire à l'extraordinaire, je vous passe le numéro, montant qui est à mettre en perspective avec le budget de la culture qui prévaut et qui représente 0,13% des dépenses extraordinaires sur un budget de 39 700 000 €. Pour contribuer à l'augmentation liée à la réforme, le budget extraordinaire qui était de 49 millions en 2020 n'est plus que de 39 700 000 en 2023, soit un effort de 10 millions d'euros consenti au budget extraordinaire. L'acquisition d'œuvres d'art correspond à une aide à la création contemporaine. Le député président énumère ensuite toutes les aides consenties par la culture dans tous les domaines, que ce soit la danse, la musique, le théâtre, que ce soit au niveau amateur, professionnel ou jeune public, que ce soit pour des centres culturels ou différentes créations et j'en passe, tellement elles sont nombreuses. Les acquisitions 2022 ont été montrées récemment et des rétrospectives ont été préparées pour les 5 et les 10 dernières années, mais aussi toutes les acquisitions depuis les années 30. Un jury d'acquisition vient d'ailleurs d'être créé, composé de professionnels aguerris et d'agents du personnel provincial intéressés par la chose. Le but est aussi de soutenir les jeunes artistes émergents dans le domaine de l'art contemporain et en fait tous les artistes. Le vote sera de 7 non à cet amendement, 2 oui et 1 abstention. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Magnery. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas eu l'occasion d'être présent pour des raisons professionnelles en commission et donc je vais un tout petit peu justifier l'amendement ici en séance plénière, simplement pour bien préciser. Cet amendement, ce n'est pas une question de culture, en fait. La culture, vous connaissez cette fameuse citation qui est attribuée à Winston Churchill, d'ailleurs qu'il n'a jamais dit, quand on lui a demandé de couper les budgets culturels pour l'effort de guerre, il aurait répondu « alors pourquoi nous battons-nous » Ici, ce n'est pas une question de culture. Cet amendement, c'est plutôt un symbole. 50 000 €, c'est vrai que sur le budget provincial, il s'agit de pas grand-chose, de quelques gouttes, bien que chaque euro dans les circonstances, dans le contexte actuel, mais même en permanence, doit être utilisé avec soin et efficacement quand il s'agit des deniers publics. Donc 50 000 € quand même pas grand-chose d'un point de vue du budget de la province, mais quand même un symbole de quoi? De dire que il faut que ces deniers publics soient bien gérés. Il faut éviter le saupoudrage, et je vais même oser le dire, un gros mot peut-être que certains vont me regarder, éviter le clientélisme. Je pensais qu'on achetait des œuvres parfois à des gens qu'on connaissait. Mais je me suis dit, Marc, tu n'as aucune preuve, tu juges mal les gens, il s'agit de préjugés, tu ne peux pas te dire ça. Jusqu'à ce que je l'entende d'un conseiller de la majorité même, de sa propre bouche. Et donc, voilà, moi je suis ici pour que l'argent, les deniers publics soient bien utilisés, et je trouve qu'ici, il y a clairement matière à réfléchir sur les dépenses en matière d'achat d'œuvres d'art. Voilà, simplement, et donc, bien répété, le budget culturel est important, et d'ailleurs, pourquoi nous battons-nous sinon? Mais il s'agit ici plutôt d'une question de gestion et d'efficacité des deniers. Merci. Merci. D'autres interventions?
Pas d'autres interventions. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote, qui est pour les conclusions de la première commission qui s'est prononcée en faveur d'un rejet de cet amendement. Le groupe S, le groupe MR, qui est contre, le groupe Écolo, qui s'abstient, le groupe PTB et les engagés. Le Conseil n'adopte pas le dit amendement budgétaire. Le point 6 de l'ordre du jour, le document 125. Octroi de subventions en matière d'enseignement, demande de soutien de la SBL Défi, évolution du prototype Écomotion et Électromotion durant l'année scolaire 2022-2023. Ce document a été soumis à la 3e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 3e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 3e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 7 de l'ordre du jour, le document 126. Manifestation d'intérêt de la province de Liège pour un marché lancé par la centrale d'achat du SPW Digital relatif à la fourniture de serveurs pour une période de 4 ans. Prise d'acte de la décision du collège statuant sur base de l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et n'a soulevé aucune question. Votre 3e commission vous propose dès lors d'en prendre acte. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise d'acte. Le Conseil prend acte de la dite résolution. Le point 8 de l'ordre du jour, le document 127, Liège, site de Saint-Laurent, adoption d'un règlement d'ordre intérieur. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 9 et 10 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission. Les documents 128 et 129, SPI, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces 2 documents? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR et les engagés CSP. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB, le Conseil adopte les 2 résolutions. Le point 11 de l'ordre du jour. Mise à disposition de la commune d'Oupey de fonctionnaires provinciaux chargés d'infliger des amendes administratives en matière de voirie communale. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Qui s'abstient? Je ne sais pas ce que les engagés ont fait. Ah, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Donc, le groupe des engagés approuve également cette résolution. Qui est contre? Le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 12 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2022. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 16 février 2023 à 16h30.